dans de l'oracle. C'est quelqu'un qui est brillant et qui voit les choses de suite, hein, et il nous faut un peu de temps pour pouvoir le décoder. Et Pierre, qui est tout aussi brillant et qui a aussi des très bonnes questions et des très bonnes intuitions. Et la patience de décoder aussi, parfois je laisse. Ok, donc je vais poser le contexte. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la reconstruction d'un signal x0 qui vivra en dimension n. Et donc cet objet x0, on n'y a pas accès directement. On fait des mesures indirectes sur x0. Et ces observations, ces mesures, on les appelle y, et on en a un nombre petit m comme mesure. Et on suppose que ces observations sont linéaires. Donc, c'est-à-dire qu'on peut écrire y comme étant la matrice d'échantillonnage A, une certaine matrice d'échantillonnage A, contre notre vecteur d'intérêt plus un vecteur de bruit. D'accord ? Et dans tout cet exposé et dans tout le travail, on suppose en fait que A est une matrice gaussienne. Donc, c'est-à-dire que ses entrées sont des gaussiennes IID. Donc c'est une matrice qui est de taille m par n, m ligne, n colonnes, et évidemment on ajoute un vecteur de bruit ici, et ce vecteur de bruit, on va simplement supposer qu'il est borné en norme L2 par état, où état représente ici le niveau de bruit. Alors pourquoi faisons-nous cette hypothèse de gaussianité sur notre acquisition ? En fait, l'hypothèse gaussienne a été quelque chose d'assez classique en compress sensing, qui a permis en fait de lever certains verrous théoriques dans des papiers historiques de la communauté. Mais il y a aussi une autre raison, évidemment, c'est que cette hypothèse va nous permettre d'établir des taux d'échantillonnage pour des programmes convexes. Et donc par taux d'échantillonnage, on entend vraiment le nombre de mesures dont on a besoin pour avoir une reconstruction exacte ou robuste en utilisant notre programme convexe. Et en mettant cette hypothèse de gaussianité sur la matrice d'échantillonnage, ou la matrice de design pour les statisticiens, on se retrouvera avec des taux d'échantillonnage qui vont être dictés par une certaine quantité, qui est la largeur gaussienne moyenne, et donc j'y reviendrai plus tard puisque je la définirai de manière explicite. Ok, donc évidemment on est ici dans un cadre où on a un défaut d'information, puisqu'on va supposer que le nombre de mesures que l'on fait, donc ce petit m, va être bien inférieur devant la dimension de l'objet à reconstruire. Donc on est en défaut d'information. Pour espérer pouvoir reconstruire x0, on va devoir mettre un a priori sur ce x0. L'a priori qui est communément fait est que le signal x0 soit parcimonieux. En toute généralité, il est quand même assez rare de rencontrer des signaux et des vecteurs d'intérêt qui soient directement parcimonieux dans la base canonique. On préférera plutôt dire qu'ils admettent des représentations parcimonieuses dans certaines transformées. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir à l'esprit les dictionnaires de Gabor ou des systèmes d'onglettes, etc. Donc, on se place vraiment dans cet exposé en formulation dite synthèse, c'est-à-dire qu'il existe une matrice D, donc de taille n croix petit d, et un vecteur de représentation Z0 qui vit dans cette dimension petit d, tel que je vais réussir à synthétiser x0 à l'aide du dictionnaire D contre le vecteur de représentation Z0. D'accord ? Donc, cette matrice D est un dictionnaire, et on parlera, donc pour ces colonnes, on parlera d'atomes du dictionnaire.
Et je tiens à insister sur le fait que l'on se place en formulation synthèse, puisque quand on regarde la littérature, c'est plutôt la formulation analyse qui a été étudiée. Et, finalement, la formulation synthèse est quelque part plus générale que l'analyse, et elle a été un peu laissée de côté dans, dans l'état de l'art. Donc voilà, je tiens à insister sur le fait qu'on se place dans cette formulation synthèse, à savoir, on arrive à synthétiser X0 à partir d'un dictionnaire D et un vecteur de représentation de X0 dans ce dictionnaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tout à fait m'interrompre. Donc, visuellement, pour bien se fixer des idées, si je représente les objets en jeu et j'omets le bruit dans cette slide, donc j'ai ici mes observations Y qui vivent donc en dimension M. J'ai une matrice gaussienne qui, elle, est bien de taille M par N, d'accord, contre mon vecteur d'intérêt, donc X0, qui vit en dimension N. Okay. Ce n'est potentiellement pas X0 qui est parcimonieux directement dans la base canonique, mais dans une transformée particulière. Donc, je le représente à l'aide d'un dictionnaire D ici, qui va être de taille N par D, et par son vecteur de représentation Z0 qui vient en dimension D. D'accord? Donc voilà pour le schéma général du formalisme que nous étudions. Et la question que l'on peut se poser, c'est veut-on reconstruire le signal, hein, donc c'est-à-dire dictionnaire contre mon vecteur de représentation, ou veut-on reconstruire les coefficients de représentation? Ce sont deux questions légitimes à se poser dans ce cadre-là. Donc, si vous souhaitez reconstruire les coefficients, il y a un problème qui est connu, qui est le problème de poursuite de base en formulation synthèse pour la reconstruction des coefficients, et qui peut s'écrire comme suit. Donc, on va chercher à minimiser la norme 1 d'un vecteur de représentation de notre signal d'intérêt, tel que, eh bien, j'ai adéquation à mes données. C'est-à-dire que quand je prends mon vecteur de représentation, que j'y applique le dictionnaire D, et puis derrière, je lui applique la matrice d'échantillonnage A, eh bien, je retrouve à quelque chose près mon vecteur d'observation Y. Okay. Bon, donc ce problème, il est important, faut le garder à l'esprit, et ce problème-là, on va l'appeler le problème de poursuite de base pour les coefficients, d'accord? Pour la reconstruction des coefficients avec un niveau de bruit éteint. Donc, ce dictionnaire D, il est de taille n croix D, d'accord? Donc, quand j'ai un dictionnaire carré, hein, donc c'est-à-dire que j'ai n qui est égal à D, ça veut dire que je peux penser à un dictionnaire comme étant n'importe quel système orthonormé, donc par exemple à l'identité. Okay. Dans ce cadre-là, je suis en fait en train de considérer une poursuite de base classique, hein, qui est déjà bien connue dans la littérature, et je sais que à l'aide de ce programme convexe, je vais pouvoir reconstruire n'importe quel vecteur S parcimonieux avec grande probabilité, dès lors que A est sous-gaussienne et que je fais un nombre de mesures de l'ordre de S, le degré de parcimonie du vecteur que je veux reconstruire, log de la dimension sur le degré de parcimonie. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà connu et bien établi. Le nombre de mesures que je dois faire doit être de cet ordre-là. Et le nombre de mesures que je dois faire, ce n'est rien d'autre que le nombre de lignes que j'ai dans la matrice A. Bon, en pratique, on a plutôt envie de choisir D qui soit plus grand que N. Et donc, en fait, de faire le choix d'un dictionnaire redondant. Pourquoi on pourrait avoir envie de faire ce choix-là? Tout simplement parce qu'on se dit que
plus je vais avoir d'atomes dans ma représentation, mieux je réussirai à représenter mes objets de manière parcimonieuse. Donc en pratique, les systèmes redondants sont plutôt utilisés pour représenter les objets. Si je fais cette hypothèse de dictionnaire redondant, ceci m'implique que la représentation dans le dictionnaire n'est plus forcément unique, hein, puisque je vais avoir des dépendances linéaires dans les atomes du dictionnaire. Donc j'ai potentiellement plusieurs représentants de mon signal d'intérêt dans ce dictionnaire-là. Donc je ne dois pas m'attendre à reconstruire une représentation spécifique de mon vecteur via le problème de poursuite de base, du basis pursuit, pour la reconstruction des coefficients. Alors, je pourrais plutôt en fait m'intéresser au programme suivant, qui est en fait, donc on retrouve ici le problème de poursuite de base pour les coefficients. Donc j'ai ici l'espace, pas l'espace, pardon, l'ensemble solution du problème de poursuite de base pour les coefficients, auquel j'applique mon dictionnaire D. Et j'appelle en fait cet ensemble, l'ensemble solution pour la poursuite de base de la reconstruction du signal. Okay. Voilà. Donc, cet ensemble solution est l'ensemble solution de ce que l'on appellera la poursuite de base pour le signal avec un niveau de bruit état. Voilà. Donc, c'est vraiment deux programmes clés pour tout l'exposé. Donc, je vous demande de bien les garder à l'esprit. Et on va essentiellement étudier celui-ci. Donc, dans le cas sans bruit, il se peut que je n'arrive pas à reconstruire une représentation spécifique de mon vecteur dans le dictionnaire. Donc, en fait, que l'ensemble solution de la poursuite de base pour les coefficients ne se résume pas à un singleton, mais je peux toujours espérer que l'ensemble solution pour la reconstruction du signal soit bien restreint au singleton x0, d'accord, au signal d'intérêt. Voilà. Donc les questions que l'on étudie dans le papier, c'est notamment quand pouvons-nous dire qu'il y a une différence entre la reconstruction des coefficients et la reconstruction du signal, de combien de mesures vais-je avoir besoin pour reconstruire le coefficient, pour reconstruire le signal, et dans le cas où j'aurai les deux reconstructions simultanées, est-ce que je peux dire quelque chose sur la robustesse au bruit de chacun de ces programmes? Est-ce qu'ils ont notamment une robustesse différente? Voilà. Mais dans ce séminaire, je vais principalement m'intéresser à deux questions qui sont les suivantes. Quel est le taux d'échantillonnage pour la reconstruction d'un signal fixé? Et quelle est la borne supérieure la plus tight, donc la plus optimale, que je puisse établir sur ce taux d'échantillonnage. D'accord? Puisqu'on va voir que ce taux d'échantillonnage va être dicté par une quantité qu'il va nous falloir évaluer en pratique. Donc si on regarde ce qui a été fait dans la littérature, la plupart des travaux s'intéressent à la reconstruction des coefficients et pas à la reconstruction du signal. On peut essayer de se convaincre que c'est pas forcément une bonne idée de voir les choses ainsi. Donc je vous propose cette petite expérience numérique où on trace les transitions de phase pour la reconstruction des coefficients et pour la reconstruction du signal. Alors, en quoi consistent ces graphiques? Tout simplement, on a deux axes. Ici, on a l'axe du degré de parcimonie du vecteur de représentation du signal d'intérêt. Et en ordonnée, on a le nombre de mesures sous-gaussiennes que nous faisons pour reconstruire le signal. Donc, on donne ces mesures sous-gaussiennes à notre programme convexe de reconstruction. D'accord ?
Et donc on les donne ici pour la reconstruction des coefficients et ici pour la reconstruction du signal. Et sur le graphique de gauche, on voit que pour chaque couple MS, ce que l'on fait, c'est que on va tirer plusieurs matrices aléatoires et plusieurs, je vais y arriver, plusieurs vecteurs avec un certain degré de parcimonie, et on compte le nombre de fois que l'on arrive à reconstruire le vecteur initial. Et on voit sur ce graphique de gauche qu'il y a un certain seuil, autour de 20-30 mesures, à partir duquel, autour de 20-30 degrés de parcimonie, à partir duquel j'aurais beau faire autant de mesures que je veux, je n'arriverai jamais à reconstruire le vecteur de représentation du signal. D'accord ? Quand je regarde le graphique de droite, la situation est tout autre, c'est-à-dire que là, on regarde pour chaque couple MS le nombre de fois que j'arrive à reconstruire le signal et non plus le vecteur des coefficients. Et on se rend compte que finalement, quand on augmente la parcimonie, il suffit d'augmenter le nombre de mesures, mais j'ai toujours espoir de reconstruire le signal. Donc j'ai une jolie transition de phase qui délimite bien une zone noire de la zone blanche, d'accord ? Une zone d'échec de la zone de succès de reconstruction. Voilà, donc on a vraiment deux comportements différents pour les deux problèmes, soit d'un côté reconstruire les coefficients, soit reconstruire le signal. D'autre part, la plupart des résultats qui ont été établis sont des résultats uniformes sur l'ensemble des vecteurs S parcimonieux, donc de degré de parcimonie O plus S. Encore une fois, on peut faire une petite expérience numérique pour se convaincre que ce n'est pas une très bonne idée. Si je prends un vecteur de représentation ici, qui est S parcimonieux, donc qui est 16 parcimonieux en dimension 1024, d'accord ? Et il correspond en fait à un vecteur de représentation dans le dictionnaire de R, mais en fait, peu importe, il faut juste garder à l'esprit que le dictionnaire est un dictionnaire redondant, d'accord ? Pour ce vecteur spécifique-là, je vais faire un nombre de mesures sous-gaussiennes que je vais faire varier ici, sur cette abscisse, et je vais mesurer la probabilité de reconstruire exactement ce signal-là en utilisant la poursuite de base pour les coefficients. Et je vois que j'ai une transition assez nette autour de 80 mesures sous-gaussiennes. OK. Maintenant, je considère un autre vecteur de représentation, toujours dans le même dictionnaire de R, qui est toujours redondant, de même degré de parcimonie, mais évidemment qui correspond à un autre signal puisqu'on n'a pas allumé les mêmes coefficients, on a choisi d'allumer des coefficients plutôt contigus ici. Et je me rends compte que la probabilité de succès dans la reconstruction de ce vecteur-là a admis une transition qui a été décalée vers la gauche. Si je reviens ici, on avait une transition à 80 pour le premier, et ici on a une transition vers 37-40 pour ce second vecteur de représentation. Donc en fait, on sent que là, il y a une vraie différence entre deux signaux qui admettent tous deux des vecteurs de représentation qui ont le même degré de parcimonie, mais je ne vais pas avoir besoin de la même quantité de mesures pour le premier signal que pour le second. D'accord ? Voilà. Ensuite, la plupart des résultats théoriques font des fortes hypothèses, donc ce qu'on appelle les propriétés d'isométrie restreinte ou la propriété du noyau, la null space property, ou des propriétés d'incohérence. Bon, peu importe, on n'a pas besoin de définir toutes ces propriétés-là, parce que ces propriétés-là, en fait, présupposent que vous n'avez pas de dépendance linéaire dans votre dictionnaire. Hein, en fait, ces propriétés-là vous empêchent de considérer des dictionnaires redondants. Okay ?
Donc, le but d'aujourd'hui et la mission que l'on se donne, c'est d'établir un taux d'échantillonnage pour la reconstruction du signal. On va essayer d'établir une théorie qui soit locale et non uniforme. Donc, non uniforme, on entend sur l'ensemble des vecteurs S parcimonieux. On va essayer d'établir une théorie qui soit signal dependent, donc qui travaille à signal fixé et pas pour tous les signaux qui admettent des représentations parcimonieuses. Et puis, on va aussi faire en sorte d'éviter des fortes hypothèses sur le dictionnaire que l'on veut utiliser. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de résultats qui existent déjà dans la littérature. Et donc tous ces résultats sont rappelés dans la section 2. Donc tout ce que je vais présenter dans cette section 2 n'est pas de notre fait, hein, mais on va s'appuyer dessus, donc ce sont des résultats importants. Alors, dans cette section, on se place dans le cadre d'une poursuite de base, mais généralisée. C'est-à-dire qu'on va venir minimiser une fonction convexe, pas forcément la norme élan, une fonction convexe, sous contrainte d'inégalité. Okay, et c'est ce qu'on va appeler le problème de poursuite de base généralisée, en supposant que f est convexe et elle est censée capturer la structure de mon signal x0, donc refléter le fait que x0 vit dans un ensemble de faible complexité. D'accord ? Je vais avoir besoin d'autres objets pour établir notamment des taux d'échantillonnage de ce programme convexe. Donc, les objets dont je vais avoir besoin sont les suivants. On a d'abord l'ensemble de descente de f au point x0. Donc, cet ensemble de descente, c'est tout simplement les directions à partir desquelles, quand je suis en x0, je peux faire décroître ma fonction. D'accord ? Et de manière triviale, on va définir le cône de descente associé à cet ensemble de descente, qui n'est rien d'autre que l'enveloppe conique de l'ensemble de descente. OK. Je vais avoir aussi besoin d'une autre notion, qui est la valeur singulière conique minimale. Donc si j'ai une matrice A, ma matrice d'échantillonnage, qui est de taille m par n, et un certain cône K, qui est un cône de l'espace qui vit dans l'espace du signal, hein. Je peux définir la valeur singulière conique minimale de A restreinte à K, au cône K. Donc je vais l'appeler cette quantité lambda min à K, et c'est tout simplement la plus petite valeur de la norme 2 de AX quand X est restreint à vivre dans ce cône K que j'intersecte avec la sphère pour ne pas avoir de problème d'échelle. D'accord ? Donc la valeur singulière conique minimale porte bien son nom, c'est bien une valeur singulière d'une matrice minimale et conique parce que je la restreins à un certain cône. Ok. Une première borne d'erreur en tout cas des premiers résultats que l'on peut établir assez facilement, sont les suivants. Donc, si je n'ai pas de bruit, okay, je suppose que ici, état est égal à 0. Donc, je suis en train de résoudre un problème où je minimise une fonction convexe sous contrainte d'égalité, ici. Donc, si état est égal à 0, on peut montrer que la reconstruction exacte de x0 à l'aide du problème de poursuite de base généralisée est équivalent au fait d'avoir que la valeur singulière minimale conique de A restreinte au cône de descente de f en x0 est strictement positive. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez intuitif. Quand vous minimisez une fonction f sous contrainte y égale à x, ce que vous êtes en train de faire, c'est que cet ensemble de points admissibles, votre ensemble de contraintes, est en fait défini par un espace affine, ici. Donc sur ce dessin, ce sont tous les points ici, y égale à x, représentés par cette droite en vert et surlignée maintenant en jaune. Okay. Bon. Quand vous minimisez f sous cette contrainte-là,
imaginons que F soit une norme L1 pour le dessin. Ben, ce que vous êtes en train de faire, c'est simplement faire grossir la boule L1 jusqu'à aller taper l'ensemble de contraintes. D'accord? Et ce point devient solution de votre programme de minimisation. OK. Et pour que ce point x0 soit l'unique solution du programme de minimisation qui est à gauche, il faut que je n'ai aucun point qui soit admissible, donc aucun point qui vive dans cet espace-là, et qui soit aussi dans le cône de descente de ma fonction f en x0, donc qui est représenté ici par ce cône-là. D'accord? Tout simplement, il ne faut pas que j'ai un autre point admissible qui fasse décroître f en x0, d'accord? Par rapport à la valeur de f en x0. Donc, on est en train de dire que ce cône de descente-là doit intersecter trivialement l'ensemble d'admissibilité. Et cet ensemble d'admissibilité, vous pouvez le redécrire par x0 plus le noyau de A, hein, puisque c'est bien un espace affine, donc vous pouvez le voir vraiment comme le noyau de A que vous avez translaté en x0. Donc tout ce que vous êtes en train de demander pour que x0 soit l'unique solution de votre programme ici, c'est en fait que le kerr de A intersecte trivialement le cône de descente, donc de f en x0. Okay. Et demander ça, c'est pareil que de dire que la valeur singulière minimale conique de A restreinte à ce cône de descente-là doit être strictement positive. Ouais, c'est vraiment les mêmes conditions, ces deux choses-là. Donc si on a du bruit, on a un autre résultat qui va nous majorer en fait l'erreur faite. Donc x chapeau, c'est le vecteur que je reconstruis, x0, c'est le vecteur sous-jacent c'est ma cible. Je peux borner l'erreur de reconstruction par 2 fois le niveau de bruit sur, sur encore une fois cette valeur singulière minimale conique. D'accord. Donc ce que l'on doit retenir de cette slide, c'est que cette quantité-là joue un rôle prédominant et crucial dans la reconstruction d'un vecteur à l'aide de ce problème de poursuite de base généralisée, que ce soit dans le cas sans bruit ou dans le cas avec bruit. Okay. Le problème, c'est que cette valeur singulière minimale conique, en général, elle est NP difficile à calculer. Donc elle est hors d'atteinte. Sauf dans le cas où vous avez fait l'hypothèse que A était une matrice gaussienne ou sous-gaussienne. Dans ce cas, il existe des estimations de cette valeur singulière minimale conique. Et cette estimation, elle est faite à l'aide du Gordon Escape Through a Mesh Theorem, qui en fait quantifie la probabilité qu'un sous-espace aléatoire manque, s'intersecte trivialement avec un ensemble. D'accord, un ensemble dans l'espace. Et ce sous-espace aléatoire-là, il est donné par quoi ici? En fait, il est donné par le null space, par le noyau, par le kernel de A, puisque A étant gaussienne, je suis en train, en formant une matrice gaussienne, de aussi déterminer de manière aléatoire un sous-espace qui correspond donc à son noyau. Alors, comment on peut essayer d'évaluer cette valeur singulière minimale conique dans le cas sous-gaussien? Donc, je vais avoir besoin de cette notion-là, donc la largeur moyenne gaussienne, pour un ensemble K qui est défini comme l'espérance du sup sur n'importe quel point H vivant dans mon ensemble K, du produit scalaire entre un vecteur gaussien standard et ce point H qui décrit tout mon ensemble K. Et je peux étendre cette notion de largeur gaussienne à des cônes, donc on parlera de largeur moyenne conique ou de largeur gaussienne conique. Associée à un cône, c'est tout simplement la largeur gaussienne du cône intersecté avec la sphère pour ne pas avoir de problème d'échelle.
Donc si vous utilisez le Gordon Escape Through a Mesh Theorem, vous pouvez établir ce genre de théorème-là. Donc si A est une matrice gaussienne, alors je peux contrôler sa plus petite valeur singulière restreinte au cône K par racine de m-1. Donc m, c'est le nombre de lignes que j'ai dans ma matrice, moins la largeur gaussienne conique du cône K, moins u, où ce u va venir gouverner la probabilité de cet événement. D'accord? Donc là, on se dit, c'est bon, bingo. Pour que ce truc-là soit positif, strictement, il suffit que je choisisse un nombre de mesures m qui soit de l'ordre de la largeur gaussienne de mon cône de descente de f en x0 au carré, et j'aurai cette chose-là qui arrivera avec grande probabilité. Ok. Mais en fait, ce n'est pas seulement une condition suffisante, c'est plus fort. Donc c'est ce que vous pouvez trouver dans ce papier de Amelunxen, Lotz, McCoy et Trop de 2014. Et ce qu'ils ont montré est très joli, c'est que cette largeur gaussienne du cône de descente de f en x0, elle ne vous donne pas seulement une condition suffisante, mais elle vous donne accès en fait à une transition de phase de votre programme convexe. C'est-à-dire que si vous faites plus de mesures que cette largeur gaussienne, alors vous allez réussir à reconstruire l'objet avec votre problème de poursuite de base généralisé, avec grande probabilité. Et si vous faites moins de mesures que cette largeur gaussienne, alors vous allez échouer avec grande probabilité. Donc en fait, ils ont mis en exergue et ils ont théorisé ce que l'on voit sur ce schéma, cette transition de phase, où clairement, quand on fait moins de mesures que cette frontière ici, on n'arrive pas à reconstruire le signal, et quand on en fait plus, on arrive à reconstruire le signal. Voilà, donc ce qu'il faut garder à l'esprit dans toutes ces slides, c'est que la valeur singulière minimale conique de A restreinte au cône de descente de f en x0 est vraiment cruciale pour déterminer le succès et la robustesse de la poursuite de base généralisée. Le taux d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre de mesures que vous devez faire, est dicté par la largeur gaussienne du cône de descente de f en x0. Et en fait, cette largeur gaussienne vous donne accès à une transition de phase. Vous faites plus de mesures, vous allez réussir à reconstruire votre objet avec grande proba. Moins de mesures, vous allez échouer avec grande probabilité. Bon, je vois que l'heure tourne, donc je vais un peu accélérer. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour l'appliquer à notre problème de reconstruction du signal. Donc on y va. Je vous rappelle le problème de poursuite de base que l'on a. On minimise la norme L1 des coefficients sous contrainte d'adéquation à nos données et on applique le dictionnaire D. D'accord? C'est notre problème de poursuite de base pour la reconstruction du signal. Le problème de ce programme qui est écrit ici, c'est que il n'est pas écrit comme je minimise une fonction convexe sous des contraintes d'inégalité. Donc je dois un peu le reformuler. Donc c'est ce que l'on fait ici à l'aide d'une jauge. Donc une jauge associée à un ensemble convexe, en fait vous avez toujours, vous connaissez ça peut-être malgré vous, puisque vous pouvez écrire que la norme de, ou n'importe quelle norme, est une jauge associée à sa boule unité. Donc c'est-à-dire c'est l'inf sur t positif tel que x appartient à t de la boule unité associée à cette norme. Hein. La norme 2 de x, c'est de combien vous devez faire grossir la boule pour atteindre le point x. Okay. Donc de manière plus générale, une jauge associée à un ensemble convexe peut s'écrire, donc à l'ensemble convexe K, peut s'écrire comme l'infimum des niveaux, tel que je dois dilater K du niveau T pour aller toucher X. On peut réécrire ce problème de poursuite de base comme un problème de minimisation d'une certaine jauge, la jauge associée à l'ensemble D fois la boule unité L1 en dimension petit d.
sous contrainte d'inégalité. Ok, donc on a bien reformulé notre problème de reconstruction du signal à l'aide de cette jauge, et même on est capable d'évaluer le cône de descente de la jauge. Alors, on peut l'expliciter, c'est le dictionnaire appliqué au cône de descente de la norme L1 évaluée en ZL1. Et ZL1 n'est rien d'autre qu'un représentant de norme L1 minimale de x0 dans D. Okay, donc c'est un représentant de x0 dans D, c'est un vecteur de coefficient qui me permet de synthétiser x0 à partir des atomes dans D, mais qui est aussi de norme L1 minimale parmi tous les représentants possibles. D'accord? Ok, donc on a tout caractérisé, on peut utiliser tous les résultats de la section 2 pour prouver ce théorème-là. Donc c'est-à-dire, j'ai un dictionnaire, je suppose que le vecteur que je veux reconstruire, le signal que je veux reconstruire, il vit bien dans l'image de D, je peux bien le synthétiser à l'aide de D, et je considère n'importe quel représentant de mon signal dans le dictionnaire, représentant qui admet une norme L1 minimale. Si je fais un nombre de mesures sous gaussienne qui est plus grand que ce nombre critique M0, qui est dicté par la largeur gaussienne du dictionnaire associé au cône de descente de la norme L1 en ZL1, alors je vais pouvoir reconstruire mon signal de manière robuste avec cette borne d'erreur dans la reconstruction. Donc, ce que l'on voit ici, c'est tout simplement que le cône qui intervient dans cette largeur gaussienne, ce n'est rien d'autre que le cône de descente associé à la jauge. Ok. Donc, cette quantité-là est en fait cruciale, puisqu'elle me donne le taux d'échantillonnage de mon programme de poursuite de base pour la reconstruction du signal. Et en fait, je vous le dis sans vous le montrer, elle nous donne aussi cette quantité, le taux d'échantillonnage pour la reconstruction des coefficients. Et on peut remarquer que ici, on ne demande pas à ce qu'il y ait un représentant unique de notre signal d'intérêt. D'accord? Donc, on a bien le droit d'utiliser des dictionnaires redondants. Et en plus, les résultats de la section 2 me disent que j'ai une transition de phase en M0. Donc, si je fais plus de mesures que cette quantité-là, je vais avoir reconstruction avec grande proba, et moins de mesures, je n'aurai pas reconstruction, et ce, avec grande probabilité. Voilà. Concernant la robustesse, je le laisse de côté, on pourra en discuter pendant les questions si ça vous intéresse. Voilà, donc si je conclus sur cette partie, on a établi en fait un taux d'échantillonnage pour la reconstruction du signal. Il s'avère, je vous le dis, vous devez me croire, que c'est le même taux d'échantillonnage pour la reconstruction des coefficients. Et ce taux d'échantillonnage est dicté par une quantité critique qui est la largeur gaussienne d'un cône, mais d'un cône linéairement transformé, qui est celui-ci, qui est ce cône-là. Et ce cône correspond en fait au cône de descente de la jauge qui intervient dans mon programme de minimisation. Je tiens à insister sur le fait qu'on est vraiment en train d'établir des résultats non uniformes et pas uniformes. Donc, pour voir la différence, dans les papiers historiques de compress sensing, la plupart des résultats étaient uniformes et s'appuyaient sur la propriété d'isométrie restreinte. On n'a pas besoin de savoir exactement ce que c'est, mais le genre de résultat que cette démarche amenait, c'était que pour tout vecteur S parcimonieux, je vais être capable de les reconstruire avec grande proba si le nombre de mesures est supérieur à un M qui m'est donné par la constante qui intervient dans la propriété d'isométrie restreinte. Ici, c'est très spécifique. C'est vraiment dépendant du signal que l'on regarde. Je veux reconstruire un signal en particulier et je vais le reconstruire avec grande proba si le nombre de mesures que je fais est supérieur à cette borne-là, et cette borne-là est dépendante du signal que je regarde. Voilà. Donc,
peut-être un take-home message que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est que, la propriété d'isométrie restreinte, c'est quand même quelque chose qui est très, exigeant, hein, et très restrictif. Ça reste optimal quand on considère des dictionnaires, orthogonaux, mais en toute généralité, ça reste très, pessimiste, donc ça ne permet pas de nous expliquer pourquoi les reconstructions marchent en pratique. OK, donc s'il me reste un peu de temps, je sais pas François, combien de temps il me reste? Oui? OK, OK. Donc la dernière partie de l'exposé, c'est essayer de quantifier ce taux d'échantillonnage, d'accord? Donc ce taux d'échantillonnage, il nous est donné par la largeur gaussienne, de ce cône de descente linéairement transformé, OK? Cette quantité-là, je vais pouvoir l'évaluer quand le dictionnaire D est orthogonal, OK? Ce sont des résultats qui existent déjà, dans, la littérature. Mais dès lors que le dictionnaire D est redondant, l'analyse, devient, difficile et en fait, vous ne pouvez plus utiliser les arguments classiques qui utilisent notamment la notion de polarité et des cônes polaires. Une autre idée que l'on pourrait avoir, c'est de se dire: «Bon, je veux évaluer la largeur gaussienne conique de ce cône-là. Je sais évaluer la largeur gaussienne conique sans le dé, juste du cône de descente de la norme L1. Donc je n'ai qu'à essayer de faire sortir le dé devant, comme ça j'aurai une borne supérieure sur cette largeur, gaussienne que je saurai évaluer. Donc vous pouvez le faire et vous obtiendrez donc ce genre de borne où ici on a bien fait sortir le dictionnaire devant et le coefficient qui arrive, devant, c'est en fait une sorte de, conditionnement local du dictionnaire contre la largeur gaussienne d'un dictionnaire du dictionnaire, contre la largeur gaussienne du cône de descente, pardon, de la norme L1 en, ce vecteur de représentation. OK? En fait, cette borne-là, vous pouvez l'établir, mais, elle est, beaucoup trop grossière pour attraper ce qui se passe dans nos expériences numériques. Donc on va la laisser de côté et l'oublier pour le moment. Il faut que l'on, établisse une analyse beaucoup plus fine de, cette, largeur gaussienne. Donc l'idée que l'on suit, c'est, en fait, de décomposer le cône. Donc ici, le cône qui nous intéresse, c'est un cône transformé, hein, donc c'est le cône de descente de la norme L1 auquel j'applique le dictionnaire D. Et ce cône-là, je vais en fait le décomposer en 2 parties, en son linéal et en son range. Je ne sais pas comment on dit en français, donc je vais dire range, désolée pour, l'anglicisme. Hem, alors je vais définir, après le linéal et le range. Alors mais pourquoi on fait cette décomposition? Parce qu'à partir de cette décomposition, on peut borner la largeur gaussienne, du cône par la largeur gaussienne du linéal plus la largeur gaussienne du reste, donc du range. Le linéal, en quoi consiste-t-il? Ben, le linéal, en fait, c'est l'ensemble de toutes les droites qui sont contenues dans votre cône. Donc, en fait, c'est le sous-espace vectoriel le plus grand contenu dans votre cône. Si on prend ce dessin, donc on a un cône ici qui est infini dans cette dimension, le linéal peut être représenté par cette droite ici en vert. D'accord? Hem, étant donné que le linéal est un sous-espace vectoriel, on a en fait que sa largeur gaussienne n'est rien d'autre que la dimension du sous-espace vectoriel. Donc hyper facile heu, à évaluer. Et pour ce qui est du range, bah, le range, c'est ce qui reste. Donc le range, c'est, en fait un cône qui va être généré avec un nombre fini de vecteurs générateurs qui ne contient pas de lignes, forcément, puisque toutes les lignes sont dans le linéal, et que l'on va pouvoir faire contenir dans un cône circulaire avec un angle de circonscription alpha, qui sera strictement inférieur à pi sur 2. Donc ici, sur le dessin, le range est représenté en violet. C'est bien un cône polyédral qui est en fait engendré par
2 vecteurs générateurs ici, et ce cône violet, je peux le mettre dans, je peux je perds mes mots, je peux l'inclure dans un cône circulaire, d'accord? Avec un certain angle de circonscription. Si je fais un autre dessin ici, j'ai un cône polyédral qui m'est donné par ces 4 vecteurs générateurs, et c'est ce cône polyédral, je peux l'inclure dans ce cône circulaire avec l'angle de circonscription alpha. D'accord. Et donc tout l'art, ça va être d'établir des nouvelles bornes pour la largeur gaussienne de ces cônes-là, c'est-à-dire des cônes qui sont générés avec un nombre fini de vecteurs et que je peux faire contenir dans un cône circulaire avec un angle de circonscription alpha. Donc, pour nous, notre cône, il s'écrit comme ça. On va pouvoir l'étudier finement et expliciter son linéal et son range. Ce qu'il faut retenir de cette slide qui est lourde, c'est que le linéal, il a une dimension au plus S bar moins 1, où S bar est le support de taille maximale d'un représentant de x0 dans le dictionnaire. Et le range, c'est bien un cône polyédral qui a 2D moins S bar au plus vecteur générateur et que je vais pouvoir faire contenir dans un cône circulaire d'angle de circonscription alpha. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette slide. Cet angle de circonscription, on a peut-être l'impression que c'est quelque chose d'assez sioux à contrôler, mais pas vraiment, parce que on peut le calculer via ce problème-là. En fait, c'est un problème convexe, donc on va pouvoir le résoudre à l'aide de solveurs. Donc finalement, il n'est pas intractable, il n'est pas hors de portée comme la valeur singulière minimale. Cet angle de circonscription, on peut tenter de le calculer numériquement. Donc voici le résultat qui contrôle les largeurs gaussiennes de cônes qui sont K polyédraux, donc générés par K vecteurs générateurs au plus, qui sont contenus dans des cônes circulaires avec un angle de circonscription alpha. Donc cette largeur gaussienne pour ces cônes-là peut être contrôlée par tangente alpha, racine de 2 log K, le nombre de vecteurs générateurs, sur racine de 2 pi K, plus d'autres termes. D'accord ? Donc, ce que l'on doit remarquer en fait dans ce résultat, c'est que cette borne-là ne dépend pas de la dimension ambiante n. Et ça peut peut-être vous sembler bizarre, parce que si vous connaissez le fait que les largeurs gaussiennes coniques d'un cône circulaire est bien linéaire à la dimension ambiante, ici, même si on est inclus dans un cône circulaire, on n'a pas cette dépendance linéaire. En fait, là, on a tout simplement un effet de concentration qui est que quand vous êtes dans un cône circulaire, la masse se concentre sur le bord, et nous, on est juste un cône polyédral contenu dans ce cône circulaire, donc on est en train de louper la masse qui est au bord, et on ne dépend donc pas linéairement de la dimension ambiante. Donc voilà, on peut du coup évaluer, nous, notre largeur gaussienne du cône de descente associé à la jauge, et du coup, on a cette borne supérieure sur le nombre critique de mesures à faire dans notre programme, qui va être dictée. Donc cette borne supérieure, elle nous est donnée par S bar, la parcimonie maximale d'un représentant de x0 dans D de norme L1 minimale. L'étroitesse du range de mon cône de descente, et cette étroitesse, elle est capturée par l'angle de circonscription alpha via tangente alpha ici, et on a seulement le nombre d'atomes du dictionnaire qui interviennent de manière logarithmique. Donc tant que vous faites finalement des concaténations de base, ou que vous avez des multiples de la dimension du signal dans la dimension de l'espace de représentation, eh bien cette borne-là ne va pas exploser. Voilà, donc pour finir et nous convaincre que
cette borne supérieure que nous avons établie ici, elle est assez fine, ça reste une borne supérieure, donc on a perdu en optimalité, hein. Mais pour se convaincre que cette borne reste assez fine, on tente de l'évaluer dans certains cas de figure. Donc notamment quand le dictionnaire n'est pas redondant, c'est juste, l'identité ou un système, orthonormé. L'hypothèse que le vecteur d'intérêt est S parcimonieux, on trouve que notre borne supérieure sur le taux d'échantillonnage nous est donnée par 2S log de 2n moins S, ce qui est raccord avec ce que l'on trouve dans la littérature. Un nouveau cadre que l'on couvre, c'est le cas où le dictionnaire est redondant et notamment vous l'obtenez par concaténation de deux matrices de convolution. Donc là, c'est en dimension n, mais je l'ai représenté en dimension 4 ici. Hein, on a bien concaténé deux matrices de convolution. Supposons que le vecteur que l'on veut reconstruire en dimension n, il est seulement 2 parcimonieux dans ce dictionnaire, c'est-à-dire que j'ai seulement la première composante et la dernière composante qui est allumée. J'évalue la borne supérieure établie dans la slide précédente et je trouve que le nombre de mesures que je dois faire doit être supérieur à 2 plus 2 log de 4n. Donc ça, c'est un nouveau résultat et on est content de ce résultat, tout simplement parce qu'on n'a pas la dimension qui vient et qui vient nous donner une borne dans les choux, alors que c'est ce que vous obtiendrez avec les résultats de la littérature. En général, pour ce cadre-là, l'état de l'art vous dit de prendre un nombre de mesures qui scale linéairement en la dimension du signal. Donc, vous n'êtes pas du tout en train de sous-échantillonner. Et un dernier cas de figure, donc c'est la variation totale du gradient. Donc, quand vous minimisez la norme L1 du gradient de x, en fait, vous pouvez reformuler ce problème en un problème de synthèse L1 avec un dictionnaire qui est la pseudo-inverse de l'opérateur Nabla. Vous supposez que le vecteur a un gradient S parcimonieux. Et là, dans ce cas-là, on a seulement fait une évaluation numérique, en tout cas dans le papier, parce qu'après Pierre et Jonas, on peut continuer l'évaluation théorique, mais là, je présente que l'évaluation numérique. Et on a trouvé que finalement, notre borne se comportait en S log carré de n, ce qui correspond à des résultats théoriques obtenus dans des papiers qui traitent spécifiquement du cas de la minimisation de la variation totale. Okay. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai été un peu longue. Peut-être rapidement pour résumer tout ce que nous avons vu dans cet exposé. Donc, nous avons établi des taux d'échantillonnage pour le problème de synthèse. Je vous ai présenté seulement le cas de la reconstruction du signal, mais nous avons aussi des résultats pour la reconstruction des coefficients. Pour évaluer ce taux d'échantillonnage, on a besoin d'établir des bornes supérieures sur les largeurs gaussiennes coniques de cônes linéairement transformés. Pour ce faire, en fait, on a dû disséquer ces cônes. Les quantités en jeu restent, je vous l'accorde, encore un peu critiques, notamment via cet angle de circonscription. Et surtout, si vous me donnez un nouveau dictionnaire, eh bien, je vais devoir refaire toute l'analyse et toute l'étude théorique pour être capable de vous dire et être capable d'évaluer la borne supérieure établie. Voilà, vous pouvez trouver plus d'informations dans ce papier archive et je vous remercie pour votre attention et votre patience.